si la cholestérolémie est normale. Et vous n'avez rien dit sur la spironolactane. La spironolactane. Oui. Effectivement. Ça suppose que ce monsieur, même s'il a fait un infarctus ou un syndrome coronarien aigu, probablement c'est compliqué d'insuffisance cardiaque. Donc c'est quelqu'un qui est coronarien, compliqué d'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez, à partir de l'ordonnance, on pourrait deviner, parce que c'est des ordonnances relativement communes, on aurait mieux pu dire, s'il n'avait pas dit qu'il a fait la douleur thoracique, peut-être qu'il n'est qu'insuffisant cardiaque. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Saïd, que vous voyez pour la première fois? Supposons que je suis M. Saïd. Est-ce qu'il est dyspnéique? Oui. Est-ce qu'il a fait des soulèvements? Est-ce qu'il a fait des soulèvements inférieurs? Périmètre de marche. Le périmètre de marche, ça va renforcer votre aversion de la dyspnée. La répétitivité des symptômes. Donc effectivement, c'est un patient qui aurait fait un syndrome coronarien, compliqué d'insuffisance cardiaque, et la surveillance doit être hémodynamique, la tension, la tolérance à l'effort, fonctionnelle, la dyspnée, ischémique, ce qu'il a refait des douleurs. Donc il vous dit effectivement qu'il s'arrête 2 fois avant d'arriver au café du quartier. La distance, elle estime lui à 300 mètres. Et c'est souple à la montée du premier étage. Selon vous, c'est quelle classe de dyspnée? Dyspnée avec Stade 2, stade 3. Stade 2, stade 3. Quand même, il fait 300 mètres, c'est vrai, il y a un étage. Il vous dit qu'il a également des jambes de plus en plus lourdes. Il pense même qu'ils sont gonflés depuis 2 semaines. On oriente à l'évolutivité de l'insuffisance cardiaque. Et le soir, il vous dit qu'il a une toux qui le gêne au coucher. Vous pensez à quoi? Il ne faut pas oublier les yeux. D'où l'intérêt de l'examen clinique. Le soir au coucher, ça peut être un suboapé, et ça va aller avec sa dyspnée qui rapporte, et peut-être aussi une réaction aux yeux. Et en réponse à la douleur thoracique, effectivement, il ne fait pas de douleur thoracique et il ne fait pas de palpitation. Quand vous l'examinez, vous trouvez qu'il est en surcharge pondérale. Il faut toujours demander est-ce qu'il y a une prise de poids récente. La surveillance d'insuffisance cardiaque en ambulatoire passe par la prise de poids au moins 2 fois par semaine. Si le patient vous dit qu'il a gagné 3 kg pendant une semaine, c'est qu'il est en train de magasiner de l'eau. Il faut penser à adapter le traitement ou à penser à la survenue d'une décompensation. Il est conscient, orienté, il est apnéique au repos, donc c'est surtout une dyspnée à l'effort. Les bruits du cœur sont réguliers, rapides à 90 battements par minute. Est-ce que vous pensez que c'est une fréquence bonne pour l'insuffisance cardiaque? C'est quoi la fréquence que vous avez conseillée? Moins de 70, effectivement. 60, ça serait l'idéal, surtout s'il est coronarien. Moins de 70, on commence à penser à l'ivabradine, le coral. Sa tension est correcte. C'est des paramètres qu'il faut voir à chaque consultation d'insuffisance cardiaque. La fréquence, on y arrivera, oui. La fréquence, la tension artérielle. Est-ce que c'est bien toléré? Est-ce qu'on est efficace? Là, on n'est pas efficace sur la fréquence cardiaque et on est bien toléré sur la tension artérielle. Quand vous examinez le poumon, vous trouvez des rats de base. Donc là, vous pensez plus au subo-AP, à la surcharge, que les effets IEC. L'abdomen, vous le trouvez souple. Lui, il vous dit qu'il est légèrement ballonné. Vous commencez déjà à penser peut-être à une acidité. Surtout que vous allez retrouver des veines de membre inférieur qui prennent le côté. Alors, votre diagnostic. Insuffisance cardiaque sur syndrome coronarien aigu ancien et qui a actuellement une dyspnée. Vous allez classer dans quelle catégorie? Effectivement, l'insuffisance cardiaque, on peut la subdiviser en 3 grands éléments. Soit une insuffisance cardiaque chronique chez quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque connue, fraction d'éjection altérée, mais que vous avez pu stabiliser sous traitement. C'est un patient qui a une insuffisance cardiaque depuis plusieurs mois. Si les symptômes médecine cardiaque restent inchangés, on parle d'insuffisance cardiaque stable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui a une dyspnée stade 2, qui n'avait pas amélioré, mais qui ne s'aggrave pas. Par contre, s'il commence à aggraver sa tolérance fonctionnelle,
C'est le deuxième, on commence à parler de la décompensation qu'il faut guetter à toute consultation, soit de médecine générale, soit de cardiologie. Le but, c'est de ne pas arriver à l'hospitalisation. Ça veut dire que chaque fois qu'un patient est hospitalisé pour insuffisance cardiaque, ça aggrave encore le pronostic vital. Les statistiques sont alarmantes, au point qu'on n'aime même pas les dire. On dit que quelqu'un qui est hospitalisé dans l'insuffisance cardiaque a 50% de chances qu'il décède dans la même année. Parfois, on oublie l'insuffisance cardiaque. On parle souvent de l'hypertension, du diabète, on oublie l'insuffisance cardiaque qui commence à faire des ravages. Et lorsqu'on s'amuse, façon de parler, à faire des statistiques, par exemple, on essaie de rappeler les patients qui ont été hospitalisés chez nous l'année d'avant, on est souvent surpris par la famille qui répond qu'il est décédé dans son lit. Donc, il faut faire attention à cette pathologie qui est, j'ai l'impression, moins médiatisée que les autres pathologies. Alors, cette dyspnée. Pensez aux patients insuffisants cardiaques jusqu'à la stade qui commence à faire une dyspnée. À quoi vous allez penser? Surcharge. Déjà, il faut identifier ce qu'il est d'origine cardiaque ou pas cardiaque. Parce qu'un cardiaque a le droit de faire une pneumopathie, a le droit de faire une crise d'asthme, a le droit d'avoir une anémie. Donc il faut voir déjà son origine, apprécier sa sévérité, et si on juge qu'il est d'origine cardiaque, chercher le facteur déclenchant, parce qu'il faut traiter le facteur déclenchant et pas que les symptômes. Quelqu'un qui fait une anémie, vous n'arrivez pas à découvrir ou que vous ne reliez pas à la décompensation, vous avez beau augmenter les bêta-bloquants, augmenter les diurétiques, si vous laissez l'anémie non corrigée, il gardera sa dyspnée. Donc, en grosso modo, il y a les causes pulmonaires, que vous connaissez tous, crise d'asthme, pneumopathie exagérée, pneumothorax, pneumonie. Les causes cardiaques, on fait deux lois auxquelles nous pensons tous. L'embolie pulmonaire aussi, la tamponnade cardiaque, et bien sûr les autres pathologies qui peuvent coexister avec l'insuffisance cardiaque. Donc lorsque vous aurez identifié la cause, et souvent vous avez des éléments d'orientation, la présence d'une orthopnée, d'une dyspnée paroxystique nocturne, d'une douleur oppressive, vous oriente plus vers une origine cardiaque. A l'inverse, la présence surtout de toux, de crachats, de douleurs qui dépendent de la respiration, va vous orienter vers une cause respiratoire. Mais surtout l'examen, qui certes le contexte, mais également l'examen clinique crépitant, c'est pathognomonique, l'insuffisance cardiaque. Des œdèmes associés à des crépitants, c'est encore plus pathognomonique que l'insuffisance cardiaque. Et je profite de la présence de M. Chani, le professeur d'urgence, d'oxyométrie, le seul professeur du Maroc, peut-être du Maghreb, parmi nous, pour mettre un peu plus de temps sur cette diapo. Vous avez jugé que le patient fait une dyspnée, il faut apprécier la sévérité. Est-ce que je vais le traiter chez moi? Est-ce que je vais le envoyer aux urgences? Et j'insisterai sur la saturation. 90%, je suppose que maintenant, vous avez tous un saturomètre dans votre cabinet. Ça vous permet d'avoir la saturation, mais aussi d'avoir une idée sur la fréquence cardiaque. Donc une saturation inférieure à 90%, une fréquence respiratoire trop rapide ou à l'inverse trop lente, la présence d'un stridor, la survenue de cyanose, l'altération de l'état conscience sont des éléments parmi tant d'autres qui vous orientent sur la sévérité de cette dyspnée et qu'il faut adresser le patient en urgence à l'hôpital. Sinon, s'il est moins sévère, vous avez le temps de chercher la cause de cette dyspnée d'origine cardiaque. Qu'est-ce que vous allez demander à M. Sey? Vous lui dites que quelqu'un, vous avez deviné qu'il a fait un syndrome coronarien aigu, vous avez deviné qu'il s'est compliqué d'insuffisance cardiaque et vous avez jugé qu'actuellement, il a une poussée d'insuffisance cardiaque malgré le traitement optimal. Qu'est-ce que vous allez demander chez ce monsieur? Donc, le CG. Pourquoi? C'est bon, c'est une bonne réponse. Le CG. Vous allez chercher quoi? Il y a deux éléments que j'aimerais entendre. Pas sur le CG. Il y a deux causes de décompensation fréquentes. La tachycardie, en l'occurrence la fibrillation atriale, ou l'ischémie de nouveau, soit l'infarctus, donc le CG, on va rechercher des troubles sur le segment ST, sus-décalé ou sous-décalé, et on va voir le nombre de plaies. Déjà, si vous avez ces deux réflexes, c'est bon. On va voir est-ce que c'est sinusal. S'il est en arythmie, c'est que ce monsieur
et il y a une cause de décompensation, ou si vous avez des troubles sur le segment ST. Après le CG. L'échographie. Radio de poumon, exactement. Pourquoi? Parce que la veste, c'est Une cardiomégalie à la recherche de Cardiomégalie, surcharge, syndrome alvéolaire. syndrome alvéolaire ou alvéolance interstitielle. Donc deux éléments. Troisième. Il y en a beaucoup, hein, mais on va voir ce qui est le plus fréquent. Pensez à des causes de décompensation et pensez à comment on les retrouve. Déjà, commencez par ce que vous pouvez faire dans votre cabinet. Qu'est-ce que vous pouvez demander à des confrères? une numération. Numération, très bien. Numération va nous guider sur deux choses. L'anémie et l'infection. Si vous avez une hyperleucémie. Ok, quoi d'autre? Et c'est bien. Ionogramme, oui. Pourquoi? L'anémie, parce qu'il est sous la tactone, oui. Ok. Et la fonction rénale. C'est une cause de décompensation aussi. Donc, clairance et calémie. Potassium. Très bien. Alors, quoi d'autre? L'échographie cardiaque. D'ailleurs, je pense que maintenant, il y a une grande formation autour de l'échographie pulmonaire et l'échographie d'urgence qui vous permet de voir est-ce qu'il y a des choses qui pourront vous orienter. Donc, vous allez voir les penchements, mais également la contractilité ventriculaire. Est-ce que le VG est trop dilaté? Donc, effectivement, numération, radio de poumon, ECG, écho-cœur, hémoglobine glyquée, ionogramme, créatinine, BNP, pro-BNP. Je confirme que c'est difficile d'y penser parce que même nous, en hospitalier, on n'y pense pas, pour la simple raison que ça serait peut-être cher. On a la troponine, mais on n'a pas la pro-BNP. C'est des réflexes que nous avons du retard à acquérir, même les cardiologues en hospitalier. Est-ce qu'on se fie assez à notre stéthoscope pour dire voilà, il a des crépitances par rapport à ce que je cherche, mais c'est vraiment un bon paramètre de surveillance et j'avoue que ça reste encore cher. Peut-être que si la prescription se démocratise, les laboratoires vont dénier, baisser un peu les prix. La troponine. On pense à l'ischémie, la troponine. La saturation de l'oxygène, on peut l'évaluer juste par le saturomètre. La thyroïde. C'est une cause trop fréquente de décompensation et souvent méconnue. Je vais vous dire, oui, c'est parce que ce monsieur nous a dit qu'il ne mange pas de sucre depuis 10 ans. Ça, c'est une panoplie de réponses que j'ai mis ça, je n'ai pas mis exprès, les études ont montré que voilà ce que demandent les médecins de cabinet devant une décompensation. Et vous nous dites qu'est-ce qui est justifiable, qu'est-ce qui n'est pas justifiable. Et vous allez voir, d'ailleurs je vous ai mis en vert, on ne va pas en discuter. Par contre, la troisième rangée, il y a des gens qui ont demandé des hémopostures, des gaz du sang, des édèmes thoraciques. C'est un peu excessif. Si vous n'avez pas de fièvre, si quelqu'un n'est pas porteur de prothèse, de valvulopathie, ne demandez pas d'hémoculture. Les gaz de sang, sauf si vous avez le saturomètre qui est anormal, oui, vous pouvez y aller, surtout si vous pensez à une embolie pulmonaire, mais pas de façon systématique. La TDM thoracique, je pense que la radio de poumon vous apporter assez d'éléments. Donc c'est des choses qui paraissent excessives à la première vue. Par contre, les autres, surtout ce qui est en vert, c'est justifiable. Donc n'hésitez pas à demander les paramètres qui vous orienteront vers une cause de décompensation. Et je les rappelle, soit des causes cardiaques, l'ischémie, la poussée hypertensive, troubles de rythme de la conduction, les causes extracardiaques, l'infection, l'embolie pulmonaire, l'anémie, l'insuffisance rénale, la dysthyroïdie, les causes toxiques et les autres causes. Nous les prenons comme des solutions de facilité. C'est la mauvaise observance thérapeutique ou diététique, mais vraiment il faut les laisser comme diagnostic liminaire. Il ne faut pas toujours accuser le régime ou le traitement. Pensez à des causes de compensation avant de dire ah, la chez toi, ah, mais il faut toujours y penser parce qu'effectivement c'est des causes les plus fréquentes chez nous. Et l'interaction médicamenteuse, bien sûr, quelqu'un chez qui vous donnez l'IEC, l'aldactone, pour vous donner soit une hypercalémie, pouvez aider la fonction rénale, il faut y penser aussi. Est-ce que vous proposez des modifications thérapeutiques? Et je vous rappelle le traitement de ce monsieur. Le résultat du bilan d'abord. Le résultat du bilan, je ne l'ai pas prévu exactement. J'augmente la dose du carbédilone. Non, Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de changer? Et je vous dirai. Les œdèmes. Je n'ai pas prévu une plaque, mais je vous répondrai. on va augmenter le carbédilone. Le carbédilone, là, vous n'avez pas besoin de visite. Mais il faut voir est-ce que le maladie n'a pas une. Oui, c'est bien. Il n'est pas anémique.
Fréquence n'est pas cardiaque élevé. à 90. Fréquence cardiaque à 90, donc on ajoute le carvidil. Exactement, oui. On doit changer le ramipril à penser à cause de la... Non. Mais on a retenu que c'est dû à la surcharge pulmonaire puisqu'il a des œdèmes et il a des crupites. Spironolactone, je vous informe que sa créatinine commence un peu à s'altérer. Il a un débit qui est maintenant, il avait un débit à 70, il est actuellement à 50. Il faut soit la diminuer, soit je vais la garder comme ça et ajouter, comme vous avez dit, le vasile. Ok, donc vous allez commencer par quoi? On ne va pas ajouter tout ça, on va lui faire le facteur déclenchant, le facteur déclenchant, on a conclu que c'était surtout un écart diététique. Effectivement, c'est un monsieur qui a été perdu de vue depuis sa sortie de l'hôpital. Donc, vous allez commencer par quoi? Le cardio. Vous êtes d'accord? Parce que, comme vous avez dit, c'est là où c'est anormal, il y a une fréquence cardiaque qui est un peu élevée. Donc on va augmenter le carbidilol en ayant en arrière-pensée qu'on va augmenter les autres. C'est quoi la dose maximale du carbidilol, si vous avez une idée? 25 fois 2. 25 fois 2. Donc on est déjà à le quart de la dose recommandée. Et tout en sachant que moins de 70% des gens vont atteindre 25 fois. Donc soit vous donnez le carbidilol, et j'aimerais insister sur ça, 2 fois par jour. C'est le seul petit bêta-bloquant, comme nous les appelons, qui est donné en 2 prises. Les autres, c'est en monoprise. Le bisoprolol, le carbentiel, c'est en monoprise. L'aspirine, bon, ça ne change pas. La statine, elle est au maximum. Le ramipril, on peut atteindre combien? 10 000. Très bien. Et l'aldactone? 50. Ok, effectivement, les doses cibles recommandées pour le ramipril, c'est 5 fois, donc 10. Le bêta-bloqueur, vous l'avez bien dit. Dans l'aldactone, 25 à 50. Il y a même des gens qui peuvent aller jusqu'à 75. Pourquoi je vous rappelle ça? Ce n'est pas pour vous accuser de peu de choses, loin de là. C'est une étude, ce n'est pas moi qui l'ai publiée, c'est des Américains qui a été traduite. Comment améliorer la prise en charge d'insuffisance cardiaque par le médecin généraliste. Pas de pointeur. Et voilà, on nous dit que 50%, comme je dis, la mortalité a augmenté 50%. Et une des raisons de cette différence serait une moindre prescription de bêta-bloquants attribuée à une moindre application des généralistes dans la formation continue de traitement et du suivi d'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Est-ce que vous osez augmenter les doses? Non. Qui peut le faire? Moi, je téléphone toujours à un cardiologue avant de faire quelque chose. C'est déjà ça. J'appelle un cardiologue. Oui. C'est à partir du moment où il y a une relation entre les différents acteurs de santé, généralistes, on parler de l'importance du médecin généraliste pour le suivi, et comme étant un lanceur d'alerte aussi, quand il y a cette relation-là, forcément le généraliste a un savoir et à partir de là, il saura donc gérer. C'est ça donc le but. il faut un retour d'information. C'est ça le but que j'ai réservé une plaque pour ça. Effectivement, normalement, les recommandations nous disent qu'après 3-4 semaines, il faut augmenter les doses. C'est simple. Vous recevez votre patient, vous lui prenez la tension artérielle, vous lui prenez la fréquence cardiaque, vous lui demandez d'amener un immunogramme avec lui récent, qu'il aurait fait la veille, et ça vous permettra de voir est-ce que je peux ajouter ou pas des médicaments. Vous donnez des médicaments. Vous lui dites maintenant, au lieu d'un demi, vous allez prendre un demi à quart. Et vous le surveillez. S'il vous fait un problème, il va le faire dans les 3 heures qui suivent l'augmentation de la dose. S'il la tolère, c'est qu'il va la tolérer après, vous pouvez le laisser partir. Et c'est un rôle que vous devez acquérir. Pour la simple raison, les cardiologues ne peuvent pas assurer tout ça. Là, ça nous arrive, et Madame la va me confirmer, de revoir les patients après un an et voir qu'il est toujours à la dose avec laquelle il est sorti. C'est pas parce qu'il est venu revoir le cardiologue en consultation, l'hospitalier, mais personne n'ose le faire. Et c'est aberrant de retrouver quelqu'un une année après sa première hospitalisation avec 6,25 de carbidilol avec 5 mg de ramipril, sauf
si il y avait vraiment une cause à les arrêter. Donc, comme vous dites, prenez l'avis du cardiologue traitant si vous voulez, mais il ne faut pas avoir peur de changer les médicaments tant que le patient est asymptomatique. C'est justement le problème de retour d'information, il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Vis-à-vis, les spécialistes ne considèrent pas les généralistes comme un acteur de... C'est pour ça que j'ai bien choisi ma phrase, vous devez l'acquérir. On va pas vous Il n'y a le pas de donner. retour, malheureusement, il n'y a pas de retour d'information. On va pas vous le donner. On envoie le patient, on envoie le patient, n'a pas de retour. Quel est l'âge de ce patient-là? Hein C'est dommage. 62. Est-ce qu'il n'est pas possible de changer le ranéprim par un inhibiteur? Non, c'est un cas fictif. Hein. C'est un cas fictif. C'est juste pour vous montrer qu'il y a encore des choses. C'est quelqu'un qui est sorti 5 ans de l'hôpital et qui gardait la même ordonnance. Donc, c'est vraiment une inertie majeure chez ce monsieur. Les choses à surveiller après 3 heures, c'est surtout la fréquence. La fréquence et la tension. La fréquence et la tension. S'il fait un problème, vous allez faire les fois. On suppose que ce patient a une hypotension. Oui, vous ne changez pas. Alors, le cardiologue le reste. Il reste s'il est asymptomatique. Vous pouvez changer les autres choses. Vous allez voir, il y a 2 médicaments qui sont... Je pense que... Ouais, voilà, c'est bien. Vous me donnez un bon relais. Les recommandations nous disent, quand vous jugez que c'est un patient qui a une insuffisance cardiaque, vous allez donner un IEC et un bêta-bloqueur. Ces 2 médicaments doivent figurer dans la première ligne de traitement. S'il reste symptomatique, vous allez donner un anti-aldostérone, l'aldactone. S'il reste symptomatique, c'est là où on va passer aux autres médicaments qu'on réserve surtout à l'hospitalier. Donc, la radio bêta-bloquant, si vous pouvez ne pas les baisser, pourquoi je vous dis ça? Si quelqu'un arrive, par exemple, à carvedilol 2,5 fois par jour, et ça nous arrive, il vient en décompensation parce qu'il a une infection. Ce n'est pas le bêta-bloquant qui est la cause. Il faut garder le bêta-bloquant. Parce que si vous arrêtez, c'est que vous allez reprendre à 0, à partir de 6,25, 1,5, et puis attendre 1 mois, puis 2 mois. Si ce n'est pas le bêta-bloqueur qui est la cause de la décompensation, vous le gardez. Sauf si vous faites une crise d'âge, si vous faites un effet indésirable majeur, un BAV, une bradycardie, là, vous êtes obligé d'arrêter. Mais si ce n'est pas la cause de décompensation, gardez le médicament. Même s'il vous fait une poussée à cause d'autre chose, infection urinaire, traitez infection urinaire, l'anémie, mais laissez la gamme des médicaments et les doses auxquelles vous êtes arrivé, parce que ça vous permettra de mieux évoluer dans le traitement. Donc, les recommandations nous disent bêta-bloquant, IEC, si pas d'amélioration, il reste symptomatique, les anti-aldostérone, sinon on va passer aux nouveaux médicaments, les vabradine, et on peut arriver jusqu'à l'implantation d'un pacemaker triple choc. J'aimerais bien que vous ayez ça en tête, le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous allez voir que chez tous les patients, vous allez donner un IEC, un bêta-bloquant, un anti-aldostérone, un diurétique. Quand c'est les classes 1, vous n'avez pas besoin de diurétique type furosemide. S'il est classe 2 et vous avez une rétention hydrosodée, vous allez donner des diurétiques. Classe 3, vous avez les 3. Classe 4, c'est plutôt les 4 médicaments. Et puis les autres, selon qu'il est en rythme sinusal, s'il est ou non en fibrillation atriale, vous allez pouvoir ajouter un anticoagulant ou de la digoxine, quoi qu'on l'utilise de moins en moins, la digoxine, surtout si vous avez une insuffisance rénale. Beaucoup plus la cordarone que la digoxine. Même pas. Si quelqu'un peut tolérer les bêta-bloquants, je préfère les cordarone. J'aimerais bien qu'un jour on arrive à ne plus prescrire de la cordarone chez quelqu'un qui est moins de 60 ans. Parce que vous allez l'exposer à prendre de la cordarone pendant une vingtaine d'années. Et peut-être que vous allez régulariser le rythme, mais vous ferez une fibrose pulmonaire, vous ferez une atteinte hépatique, une atteinte oculaire. Il vaut mieux ne pas donner. La digoxine, vous pouvez poser de la digoxine. Cordarone, franchement, on la donne de moins en moins. En tout cas, nous les cardiologues, on la donne de moins en moins. Même la digoxine. Même la digoxine, effectivement, c'est vrai que ça revient sur certaines recommandations, mais avec beaucoup de précautions. Donc, et bien sûr, les conseils d'éthique, comme je l'ai dit, surveiller le poids, tension artérielle, la fréquence cardiaque, surveillance des œdèmes, de la dyspnée et surveiller la fonction rénale à chaque consultation. Alors, comment serait idéalement cette coopération entre médecin traitant et cardiologue? Ce schéma, je l'ai vraiment apprécié parce que ça vous met devant vos responsabilités. C'est vous qui faites le diagnostic, tout ce qui est en vert. Vous évoquez le diagnostic
soit directement, selon l'examen du patient, soit après un ECG, soit après une radio du poumon, un dosage de BNP. Si vous dites que c'est peu probable, vous allez peut-être adresser à le pneumologue pour sa dyspnée. Quand vous pensez fortement à l'insuffisance cardiaque, vous allez l'adresser au cardiologue pour confirmer le diagnostic. L'ECG, l'échographie. Dès que c'est confirmé, commence alors la coopération médecine générale cardiologie. Le cardiologue va annoncer le diagnostic, il va vous l'annoncer aussi, et vous allez commencer à évaluer la sévérité. Donc vous allez faire l'échographie, la colonographie éventuellement pour voir la cause, voir de quoi il s'agit. Et commencer le traitement d'insuffisance cardiaque. Et là aussi, vous êtes la pierre angulaire ou la pièce centrale de toute la chaîne. Vous allez coordonner les soins, vous allez prendre en charge de façon globale le patient, l'orienter vers vos médecins référents, traitement, le suivi, l'éducation thérapeutique du patient. Ça revient au médecin généraliste en grande partie. Le patient, effectivement, doit être impliqué. Vous devez lui apprendre la connaissance des signes d'alarme. Je parlais de la prise de poids, la toux la nuit, les œdèmes des membres inférieurs. Tout cela va l'orienter vers le début d'une poussée d'insuffisance cardiaque. Bien sûr, faire le bilan nécessaire auprès du biologiste et coordonner en globalité tout ce qui tourne autour de ce patient insuffisant cardiaque. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Oui, est-ce que vous arrivez... Oui. Pour le régime, est-ce qu'il fallait conseiller à cet homme-là, à ce patient, de diminuer le sodium? Je pense qu'il faut le... Je ne veux pas dire qu'il faut diminuer. Il faut le conseiller, effectivement, il faut le conseiller. Si vous pensez qu'il n'en prend pas beaucoup, au moins qu'il évite le sel apparent. On pourra fermer les yeux sur le sel caché, mais qu'il évite le sel apparent. Il faut vraiment leur conseiller, parce que c'est physiologique. Vous prenez du sel, vous gardez de l'eau dans votre corps. Oui, qu'est-ce que vous en pensez du sel zéro? Non. Apparemment, c'est pas bon. Ni le sel zéro, ni le sucre. Les deux sont mauvais. C'est juste cosmétique. Surtout les sujets âgés, il risque la déshydratation si on leur enlève tout le sel. Non, je ne dis pas enlever tout le sel. Non, ça c'est mauvais, oui, je sais. Oui. Ok. Moi, je pensais que tu parlais de sel diététique. Non, je parlais de... Le sel diététique. Du sel qui vient de rentrer sur le marché. Non. C'est bien mauvais sel. Moi, comme je dis aux gens, on a une cuisine marocaine qui est vraiment riche. Les femmes sont meilleures conseillères que les cardiologues pour assaisonner les repas pour qu'ils ne soient pas vraiment fats. Franchement, je ne serais pas expert. Mais qui chez son épouse, quand vous là de moi, il y a que ok. Est-ce que je voulais, avant de continuer, c'était vous remercier d'avoir au départ mis l'accent et pris le temps de montrer l'importance de l'anamnèse. Prendre le temps de l'anamnèse, ce temps pendant lequel on va interroger, chercher, etc. Et ça, c'est un temps où, comment dire, le médecin généraliste, c'est un petit peu dans sa pratique clinique, c'est le rôle qui revient. Moi, je n'hésite pas à dire que le généraliste, c'est un petit peu l'interne du privé. Oui. C'est l'interne du privé. Comme dans un hôpital, c'est un interne. Mais moi, j'ai fait un parcours de médecin militaire. Donc, j'ai fait de la médecine générale. J'ai pris de la médecine interne avant de devenir cardiologue. Je connais donc toutes ces, entre guillemets, souffrances dont se plaint Serge Samad, comme quoi le généraliste serait marginalisé. Non. Il faut s'acquérir des choses comme ça. Soyez sûr que lorsqu'on sent que le médecin traitant est vraiment intéressé par le cas de son patient, et même si on sait qu'il est hargneux, c'est-à-dire qu'il va nous demander le compte rendu, qu'est-ce que vous avez fait à mon patient, c'est vrai, on est obligé de répondre, mais c'est pas obligé, c'est notre devoir de répondre. Donc si vous voyez qu'un référent ne répond pas, vous l'appelez, vous avez reçu mon malade, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Vous allez le culpabiliser, parce que vous avez adressé un malade, il doit vous rendre compte de ce qu'il a fait, tout simplement. Et en tout cas, moi je parle en tant qu'hospitalier. Moi, si j'ai en ville une vingtaine de médecins à qui je peux confier les insuffisants cardiaques,
Alors, c'est mythe. Oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un m'appelle à 8h du soir, je sais que le monsieur, il suit son patient, et s'il m'appelle, c'est que vraiment il a un problème. C'est comme ça. Bon, moi, je pense que ça peut même se faire en ville. Quelqu'un qui a, par exemple, un BBL, s'il confie ses hypertendus ou lacets, ses médecins, ses insuffisants cardiaques à 10 médecins généralistes autour de lui, ça va lui faire de recrutement déjà lui, même dans le privé, et ça va le soulager dans son cabinet. C'est ce qu'on ne cesse de dire aux spécialistes. Vous connaissez ça. Je pense que vous êtes mieux organisé que nous. En France, je pense que vous êtes mieux organisé que nous. Ben, justement, c'est un peu par obligation, je pense. Je pense, mais bien sûr, parce que c'est un circuit qui est rodé et on a une continuité. Avec ça, on peut faire ce qu'on appelle la continuité de soins, où chacun est un maillon de la chaîne de soins. Ça doit se faire, ça va se faire. Ça va se faire. Régime absolu, oui. Il y a la déshydratation de sang. Il y a l'hyponatrémie, qui est difficile à gérer lorsque ça survient chez un insuffisant. Je pense que, et le si vous arrivez à convaincre le patient de prendre peu de sel, il y a même des gens qui vont jusqu'à 6 grammes, et 3 grammes c'est vraiment l'idéal. Il y a des gens qui vont jusqu'à 6 grammes, et 3 grammes c'est vraiment l'idéal. Et vous adaptez la thérapeutique à ce qu'il prend comme sel, je pense que vous arriverez à trouver l'équilibre. Mais effectivement, chez les sujets âgés, même chez les jeunes, il ne faut pas non plus les priver de vous dites qu'il faut mettre la fréquente donc c'est comme de la solution qu'on n'arrive pas à dire en français. Chez le sujet âgé, il y a le problème de déshydratation, il y a le problème d'hypotension, ça nous pose problème. Si on enlève le sel, ça va c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, normalement, le suivi du patient insuffisant cardiaque, s'il est à stade 1 de la NYHA, le médecin traitant doit le voir 2 à 3 fois par an. Le cardiologue, pas plus d'une fois par an. Normalement. C'est comme ça. Il ne faut pas être trop gourmand. Le CG se fera en consultation de radiologie et l'échographie sera demandée s'il y a des symptômes. Ça, c'est le stade 1 de la NYHA. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, classifier le patient dans quel stade il est. Stade 2, il sera vu par le médecin traitant chaque trimestre. Le cardiologue le verra 2 fois par an. Il fera une visite de contrôle si c'est permis, c'est-à-dire tout ce qui est tous les outils qu'utilise le patient. Actuellement, il y a beaucoup d'applications sur smartphone qui nous aident à suivre un peu les patients. Parfois même ça devient gênant. Quand tu demandes à quelqu'un de prendre votre tension artérielle, il t'envoie son bilan chaque soir. Donc il faut toujours repasser, le recadrer, mais ça aide. Le CG à chaque consultation, l'échographie tous les 1 ou 2 ans, lorsqu'on a stade 2 de la NYHA. Donc normalement, quelqu'un qui est stade 1 ne doit pas faire une échographie chaque année. Stade 2, on peut la faire chaque 2 ans. Quand on est stade 3 ou plus, le médecin traitant, le cardiologue vont là coopérer de façon très importante au point de faire 12 consultations par an. On contrôlera le DEF, le triple chambre ou le pacemaker si le patient est porteur de pacemaker, et le CG bien sûr, comme chaque fois, à chaque consultation. Et si vous remarquez que l'état s'aggrave, même si vous avez fait une échographie il y a 2 ou 3 mois, si c'est un stade 3 de la NYHA, là l'échographie, la répétition d'échographie est justifiée. Donc, votre évaluation, on a parlé, l'activité de la vie quotidienne, la présence de symptômes, je reviens à l'anamnèse, vous demandez des choses comme ça, le rythme cardiaque, la pression artérielle, est-ce qu'il y a des signes congestifs ou pas, donc tolérance et efficacité des médicaments, la présence ou non de complications, et rappeler le patient sur le mode de vie, sur les règles des hygiènes d'éthique, sur l'activité physique. N'interdisez pas le sport à des gens qui ont une insuffisance cardiaque. Au contraire, vous savez maintenant que la réhydratation cardiaque est devenue une spécialité dans la cardiologie. Chaque patient qui fait un infarctus, qui fait une insuffisance cardiaque, on l'inclut dans la réhydratation, même pas un mois après l'événement. Il est en train de faire du sport, ça fait 20 à 30 séances qui rétablissent le conditionnement du patient. Avant,
On disait à quelqu'un qui fait l'infarctus, il faut rester au lit pendant 2 mois. On nous demande c'est d'abord, pardon. On nous demande cette activité physique, soit dans les salles, c'est un peu difficile. Les salles, c'est un peu difficile. Bon, d'abord, qu'il y a une centre, qu'il y a une descente, qu'il y a un centre. Qu'il y a un centre pour l'hôpital militaire, attention cardiaque. Mais il y a de plus en plus d'internes. On a beaucoup de demandes au point qu'on a une liste d'attente. Donc, c'est des entraînements qui sont vraiment codifiés. Là, il y a le vélo, il y a le tapis, et c'est vraiment codifié avec surveillance de la saturation, surveillance de la fréquence cardiaque. Si on ne peut pas, vous allez demander au patient de marcher. 15 minutes. Dès qu'il n'est plus fatigué, on passe à 20 minutes. Le but, c'est d'atteindre 30 minutes par jour ou 45 minutes un jour sur 2. Ok. Donc, l'examen biologique, on l'a dit, vous l'avez cité, c'est l'immunogramme, la numération, la fonction rénale, c'est ça le plus important. Et bien sûr, si quelqu'un est sous anticoagulant, l'INR s'il est sous arrêt. Vous allez me demander quand est-ce, si vous me donnez toutes ces tâches, quand est-ce qu'on va vous envoyer le patient. Il y a cet acronyme que j'ai trouvé, c'est quand when you will need help. I need help. Quand est-ce que vous aurez besoin d'aide? Si le patient aurait besoin d'inotrope, c'est-à-dire s'il a une baisse d'attention artérielle, si vous voyez que sa dyspnée est de plus en plus aggravée, 3 ou plus, si vous constatez qu'il y a une dysfonction terminale d'un organe, le rein ou le foie, si la fraction d'éjection est vraiment inférieure à 35%, si il y a quelqu'un qui a un défibrillateur et qui a reçu des chocs, ou là qui a reçu des chocs parce qu'il est parti aux urgences, ils ont trouvé une arythmie grave. Si l'hospitalisation aurait été passée une seule fois, c'est-à-dire il a été hospitalisé, vous avez pu le gérer, puis il est réhospitalisé une autre fois, vous lui dites voilà, allez au médecin, au cardiologue pour adapter votre traitement. Si il continue à avoir des œdèmes malgré l'augmentation des doses diurétiques, si vous constatez qu'il a une tension artérielle basse, low, ou à l'inverse, ça va de soi, une fréquence cardiaque rapide, ou si vous voyez que elle est de plus en plus intolérant au traitement et où ça vous pousse à baisser les doses de traitement, là vous dites pour aller voir le cardiologue. Donc vous voyez vraiment, vous allez nous envoyer surtout les gens qui sont dans un état relativement piteux. Les autres, vous arriverez à les gérer. Il faut juste être, avoir des éléments à suivre, tension artérielle, fréquence cardiaque, présence ou pas de dyspnée, présence ou pas d'œdème. S'ils sont présents, on va adapter les doses. S'ils ne sont pas présents, on augmentera les doses selon le programme de titration. Et si vous avez ces éléments en you will need help, vous pouvez les envoyer pour lui. Je vous remercie. Vous avez des questions? Ah bon, merci. Merci beaucoup. Moi, je vais l'envoyer avant. Ah bon, non. Moi, je pense qu'on devrait y arriver. On devrait y arriver parce que, franchement, là, je vous explique. Quand tu appelles quelqu'un qui, pour toi, tu as bien traité, je parle de moi en tant que cardiologue, et que son fils te dit, un mois après sa sortie, il est décédé, tu dors pas un mot. Je te dis, il y a quelque chose qui va pas. Courage à l'hôpital, au maïtos le cardiologue, là tu commences à avoir des moments. Et là, c'est là où tu dis vraiment si ce monsieur, si on l'a surveillé de plus près, soit moi, soit son médecin traitant, peut-être qu'on aurait évité le décès. Quand je vous dis, on avait fait une étude avec le laboratoire qui commercialise le Coralon sur la prise en charge, c'est une étude nationale, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque au Maroc. Effectivement, on avait eu ce chiffre de 30% de perdu de vue sans prendre le stage, c'est-à-dire qu'ils sont décédés, mais sans que l'équipe qui traite n'en soit au courant. Donc, on a fait un canard. Et il faut qu'on y arrive. Les maladies chroniques, je pense que, en tout cas, les hôpitaux, c'est difficile de gérer. On n'a pas encore assez de spécialistes. Côté spécialité qui peut. L'hypertension, c'est 30% de la population. C'est-à-dire, c'est 13 millions. واش تنمية كارديولوج غيساوي 13 مليون واحد. Faut pas se leurrer, c'est pas possible.
C'est la même chose pour les endocrinologues, pour du diabète. Je pense que et moi j'ai l'impression qu'on y va. Quand j'ai entendu parler de la carte médicale, je me suis dit au moins si on arrive à instaurer que monsieur les ساكن هنا يتابع الطب اللي كاين هنا والمسيو اللي ساكن هنا ما يجيش مريض من المكنات يجي يداوى في الرباط ما يجيش مريض من. Je pense que de là on ira. Tu sais que ça passe quand on imposera aux patients de partir chez le médecin traitant, le médecin de proximité, sinon ils payent sa poche, je suis sûr qu'ils vont aller tous le médecin cabinet, le médecin traitant, qui va les orienter vers et le truc, c'est que comme vous dites, c'est de savoir lâcher la main quand il veut. Il faut savoir lâcher la main quand il veut. Il y a justement que dans la définition de la médecine générale, c'est. J'ai parlé à un certain nombre de confrères, vos collègues professeurs de la faculté, et je leur ai dit, à votre avis, c'est quoi la mission d'un médecin généraliste? Parce que vous formez, vous êtes professeur, vous formez des médecins généralistes jusqu'à preuve du contraire. Oui. Il n'y a qu'une petite partie qui va être spécialiste. Il dit oui, c'est vrai. Je lui ai dit, mais est-ce que vous, en tant que professeur, vous connaissez la mission du médecin généraliste? Finalement, vous allez lui donner un enseignement, mais est-ce qu'au bout du compte, vous savez qu'est-ce que ce médecin que vous avez formé va faire et devra faire? Eh bien, il a eu beaucoup de difficultés pour me répondre. Et je lui ai dit, regarde, mon cher ami, tu vois, le spécialiste a une action verticale, une profondeur. Le médecin généraliste, il a une action transversale. Oui. Il est là. Il balaye tout. Il balaye tout. C'est pour ça que je parlais de l'interne du privé, par exemple, pour les médecins généralistes privés que nous sommes. Il va. C'est pas parce qu'il a, par exemple, une insuffisance cardiaque qu'il va pas lui voir la sphère ORL. Ou lui voir les tympans. Moi, j'ai le souvenir un jour d'avoir vu quelqu'un qui était venu juste pour une écorchure au niveau du tibia, qui avait besoin d'un certificat médical pour l'assurance, etc. Certificat médical descriptif. Vous êtes ici en médecine générale, donc on va faire un petit peu, on va voir un petit peu de tout. Donc, nous voyons en surface, et qu'est-ce que je lui vois aux stupéfactions lorsque je mets mon otoscope dans l'oreille? Une otite adhésive à bas bruit, dont il ne ressentait absolument rien. Et je l'ai à ce moment-là, on traite jusqu'à hauteur de nos compétences, mais on cède le relais au spécialiste qui va voir en profondeur. Et je l'ai à ce moment-là référé à l'ORL, qui lui a pris la suite. Et il m'a informé, heureusement, en retour, en me disant voilà, le traité par antibiotique, si au bout d'une semaine je n'ai pas de réponse favorable, je l'opère. Et là, après une semaine d'antibiothérapie, elle m'a dit voilà, c'est une femme, ORL, bon ben, bonne réponse, ça va, ça. Mais une otite adhésive, ça vous fait fondre les petits osselets qui sont. Qui veulent une dans le cadre de la dyspnée, pour ne pas sortir du thème. Je vais poser une question dans la dyspnée ultime, l'OAP. Oui. L'OAP, l'urgentiste qui a sa trousse d'urgence. Oui. Quelles sont les drogues que vous recommandez pour soulager un OAP grave, vu à domicile, vu dans l'hôtel, en attendant l'ambulance, je sais, de la Zizix, etc. Mais c'est insuffisant. Qu'est-ce que vous nous proposez? On est là, on est devant un OAP grave, on appelle l'ambulance et on commence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez de quoi intuber? Intuber directement? Est-ce que vous avez de quoi? C'est juste une question. Non. On n'avait que le Lazilix. Pour l'oxygène. Pour le Lazilix, même l'oxygène, on l'a pas. Il n'a pas accès. Même à l'hôpital, c'est ce qu'ils vont faire. C'est des doses Lazilix. Des doses Lazilix que vous devez donner. Oui. Mais c'est le Lazilix en IV de 2 ampoules. Non, il ne faut pas hésiter à donner ce que vous pouvez. Parfois, on arrive à 160, 240 mg en moins d'une heure. Et le docteur Chani pourra confirmer ça. Oui, donc on prend une veine. N'ayez pas avec le réflexe, voilà, t'es 40 mg au moins. Non, n'ayez pas peur, il va uriner. Il va uriner, le temps d'arriver à l'hôpital, ils vont faire l'immunogramme. S'il est en hypocalémie, ils vont le supplémenter. Là, vous devez sauver. C'est comme la question qu'ils avaient déjà posée à M. Cheni, combien vous allez donner de choc? Il avait répondu de façon vraiment. Il leur a dit bon, soit vous donnez plus de choc et le monsieur va mourir,
Voilà. Soit vous allez donner des chocs jusqu'à soit le récupérer, soit il va. Pourquoi je vais me dire, ah j'ai donné 4 chocs, supposons que vous donnez le choc et refait une fibrillation, vous devez le choquer. Sinon vous allez dire, là peut-être 5 chocs, ça fait non. Non. Tant qu'il fait de la fibrillation, il revient, vous choquez. Vous choquez, vous vous dites sûrement ça y est, je commence à le perdre. Mais il y a des gens qui vont répondre. Moi j'ai des patients qu'on a choqués 20 fois. Et qui sont sortis ou la vacine à Chine a dit 85. La même chose pour la DX. Il faut que vous soulagez. Et c'est ce que vous avez. S'il commence à perdre connaissance, là vous passez à l'intubation. Même si la tension n'est pas élevée. Parfois on a des OAP sans tension. Franchement, qu'est-ce que vous avez risqué? Qu'il meure. Il est déjà en train de partir. Comprenez, c'est comme ça. Il y a des situations où vous ne trouverez rien sur les livres. C'est juste la logique. C'est juste la logique. Soit vous donnez plus qu'il n'en faut. Ça nous est arrivé de. Les cardiologues qui disent attention, le traitement aortique ne doit avoir aucun traitement, c'est la chose. Ne donnez pas d'IEC, ne donnez pas de l'AZX parce que ça fait baisser la tension, ça fait altérer l'hémodynamique, vous allez tuer le patient. Qui dit que je sais pas, un patient qui a un erreur qui fait un OAP. Je sais pas, tu dois gérer. Tu de la ZX, le temps d'arriver le matin pour vous. C'est comme ça. Si vous êtes devant la situation, ne pensez plus au livre. Vous savez que le ZX va le faire pisser, sauf si dans l'insuffisance rénale, c'est la dialyse. Mais là, je vous parle de la situation, vous le voyez, c'est ça. Voie veineuse, la ZX et appelée une ambulance. Merci. Il y a quelle station? Pour notre patient qui présente des signes d'insuffisance cardiaque, il présente une hypotension. Oui. Ça dépend est-ce qu'elle est tolérée. La meilleure des choses, c'est de ne pas avoir une tension. Mais il y a des gens qui rentrent dans la maladie alors qu'ils sont déjà hypotendus. Il vit tout le temps avec une tension à 10. Il fait l'insuffisance cardiaque, donc il va baisser la tension artérielle. Il faut toujours avoir une référence, une tension de référence. Si vous restez sur la tension qu'il avait avant, ou là si vous la baissez un peu, et tant qu'il ne fait pas d'hypotension, tant qu'il ne fait pas de la fatigabilité, vous pouvez y aller. Bien sûr, on n'avez pas augmenté les doses. Ça veut dire que c'est ça les doses qui peut se permettre. Mais on là, vous donnez le 25. Toute titration se fait selon la tolérance et l'efficacité. Supposons, je dirais autrement, quelqu'un chez qui vous atteignez 60 battements par minute à partir de 12,5 fois 2. Vous passez à un comprimé et demi de 12,5, il vous fait une bradycardie à 50. Vous allez revenir le 12,5. Ça veut dire à 6, ça. On peut pas faire plus. Mais s'il fonctionne, oui, là, mais s'il fonctionne, tu vas jouer sur autre chose, soit sur le diurétique, soit penser au traitement instrumental. Triple chambre, là, c'est-à-dire on a les trois moyens, on a le triple chambre, on a le pacemaker triple chambre, on a les vabradines qui fait pas baisser la tension, l'isonotrope c'est injectable. On ne va pas vivre avec des injectables. Donc à la qualité de vie. Là, pour le carbinylose se donne en deux prix. Là, nous recevons, ou là, le prix qui est bon, parfois, Ablocardite, c'est pas indiqué pour l'insuffisance cardiaque. Il y a une bonne question, s'il vous plaît. Pour les médicaments et le traitement de l'insuffisance cardiaque. Le carbidilol, donc tout ce qui est Cardix, le bisoprolol et l'opression. Donc ils sont indiqués. Le Nibilette, on le donne chez les gens qui ont ou là qui auraient une insuffisance respiratoire ou là une BPCO, ça serait mieux toléré. Donc un humain qui a une insuffisance cardiaque. Le bisoprolol, c'est-à-dire le cardanciel, le détentiel, le Cardix, le carbidilol et l'opression. Du prolol, c'est la même chose. Pour l'oppresseur et le Nibilette, le Nibilette. Un domaine qui quitte la place pour l'insuffisance cardiaque. Les autres, il faut les éviter. Ténormine, Sectra, si vous avez une dysfonction VG, il vaut mieux les éviter. Vous donnez un des quatre dont on a parlé. Ce sont des, nous appelons les petits bêta-bloquants, alors qu'ils sont vraiment efficaces. À l'âge petit, parce qu'on commence par des petites doses, vraiment des petites doses. Par le carbidilol, le bisoprolol, la dose maximale 10, on commence par 1,25 et parfois la moitié de 1,25. Au Kanchi ou Chubi, à chaque 4 semaines, on augmente. Donc la titration va se faire sur une année ou là. Chaque
4 semaines, on augmente la dose. Chaque 4 semaines, on augmente la dose jusqu'à obtenir les doses optimales. Chemin les doses optimales, ce n'est pas les doses maximales, c'est les doses tolérées par lesquelles on obtient le but thérapeutique. En fait, c'est une question de spécialiste, mais c'est simplement pour maintenir. Est-ce que c'est un produit qui a tenu ses promesses ou pas? Oui, franchement oui. Moi, ce qui me gêne, ce qui m'empêche de prescrire, c'est le prix. Mais vraiment, il fait du mal. C'est un mécanisme sur le blocage système angiotensine par l'IEC qui contient et la molécule RAP, j'arrive pas à retenir le nom. C'est surtout un mécanisme juste avant le blocage de la rime. Juste avant le blocage de la rime. C'est surtout ça. Mais il fait baisser la tension aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention là. Il faut baisser la tension. Mais effectivement, il soulage beaucoup les gens. Mais c'est cher. ما مش مشكل سeulement qu'il communique après donc ما عرفوش انا نيت ولا لا. S'il vous plaît, je sais que le bisoprolol il est cardio-sélectif, je pense. Le bisoprolol. Oui. Il est plus cardio-sélectif. J'aime pas le superlatif de plus ou les cardio-sélectifs. C'est vraiment non, pour moi c'est des plans. C'est vrai que c'est ils sont plus tous. Mais si vous parlez de le problème asthmatique ou le problème respiratoire. Non, mais il y a des gens qui le prescrivent et parfois c'est toléré, donc il faut y aller doucement. C'est pour ça qu'on dit cardio-sélectif, parce qu'il a mieux d'effet que. C'est-à-dire il est mieux toléré sur le plan respiratoire. Mais le Nebilat est le meilleur. Le plan respiratoire. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.